De retour à Paris, Claude Monet fréquente le Café Gerbois au lieu de rencontre entre écrivains et peintres qui doit sa vogue à sa proximité avec l'atelier de Manet. Accompagné de Renoir qui partage ses convictions comme ses enthousiasmes, il se rend à Bougival où il peigne de concert la Grenouillère. C'est net, les deux artistes ne se fient déjà plus qu'à leur œil, même si cet œil marquera un jour leur différence, Monet privilégiant l'impression quand Renoir lui préférera l'animation. Ce que Cézanne, un brin vachard, sanctionnera d'un Monet, ce n'est qu'un œil, rien qu'un œil. Mais Monet n'en a cure, qui se joue des difficultés avec virtuosité, occupé à restituer en quelques touches vivaces l'incessante agitation de l'eau sous la brise, son perpétuel miroitement dans la lumière. Plus encore que dans ses variations, ses vibrations, la force de Monet, ce qui au bout du compte le différencie de Renoir, mais aussi de Pissarro ou de Sisley, réside sans doute dans cette brume lumineuse qui irradie ses toiles, dissolvant toute forme, sans en atténuer la présence, leur conférant une silhouette mouvante, d'autant plus magique qu'elle est insaisissable. C'est l'exact contraire du sfumato cher à Léonard, puisqu'ici le fondu est remplacé par la fragmentation des touches, mais comment ne pas penser à lui devant cet univers qui impose sa personnalité singulière? Pour échapper au conflit franco-prussien qui verra la victoire allemande, la chute de Napoléon III et l'annexion de l'Alsace-Lorraine, Monet se réfugie à Londres où il retrouve Pissarro. Celui-ci lui présente Paul Durand-Ruel, rencontre ô combien capitale, puisque le marchand soutiendra moralement et financièrement Monet jusqu'au bout, n'hésitant pas à s'endetter, même lourdement. Clémenceau saluera ainsi le principal mécène des impressionnistes. De quel tourment Durand-Ruel sauva Monet en lui permettant d'être et de demeurer lui-même. Noyés dans ce brouillard qu'on ne trouve qu'en Angleterre, les paysages irréels, fantomatiques ou plutôt fantasmatiques de Turner sont une révélation pour Monet. On en trouve d'ailleurs la trace dans toutes ses œuvres à venir, y compris dans les toiles qu'il peint ensuite en Hollande. Puis il s'établit à Argenteuil, qui, sous son impulsion, devient le berceau de l'impressionnisme. Pour y observer en continu les multiples variations de la lumière et leurs reflets sur l'eau, il se fait construire un atelier flottant d'où il travaille sans relâche, appliqué à traduire le frémissement permanent des éléments et la transparence de l'atmosphère, avec une puissance qui fait de lui le premier paysagiste moderne, le plus grand depuis Turner. Bannissant de sa palette les tons étouffés qui s'y incrustent encore, Monet est le fils spirituel de ce dernier plus encore que de Boudin, par ses tentatives inlassables de saisir ce qui, justement, ne peut être saisi. Si Impression Soleil Levant, peint au Havre, devient un peu injustement le symbole de la révolution impressionniste, c'est bien à Argenteuil, puis à la gare Saint-Lazare, que Monet fait sa propre révolution, dont on peine aujourd'hui à imaginer combien elle indigna la presse spécialisée comme le public. Regardez les différentes versions de la gare Saint-Lazare, saisies à différentes heures du jour. Comment ne pas penser, devant ces fumées qui s'évanouissent à peine formées dans l'atmosphère, aux fameux pluies, vapeur et vitesse de Turner. On y sent un amour immense de la cité, de son bruissement permanent, d'autant plus surprenant que c'est justement le moment que Monet choisit pour quitter la ville et se réfugier à la campagne, à Véteuil dans le Vexin, au sein d'une courbe de la Seine. C'est tragique, car c'est ici que meurt Camille, 18 mois après la naissance de leur second fils, et c'est sublime, car c'est ici aussi que dans la tristesse de son âme, il peint 150 toiles silencieuses, parmi les plus belles de toute sa carrière, dans lesquelles nombre d'esprits chagrins verront pourtant, je vous laisse seul juge, la débâcle de la peinture.